Sud Radio, Le grand référendum, 11h, midi. Philippe David. Le grand référendum, c'est donc parti jusqu'à midi. Avant de vous donner la question de ce grand référendum, j'aimerais vous annoncer que vous pouvez ce matin, entre 11h et midi, gagner un superbe voyage à Portaventura. Si, señora. C'est à 1 heure de Barcelone, un grand parc d'attractions extraordinaire. Un séjour en famille, 3 jours de nuit avec les entrées au parc. Effectivement, donc soyez bien avec nous à l'écoute jusqu'à midi. Le grand référendum anti-migrants à Béziers. Faut-il une consultation nationale sur le sujet? C'est la question qu'on vous pose et à laquelle vous répondez en votant oui ou non sur sudradio.fr. Vous nous appelez si vous avez envie de participer au débat et passer en direct sur l'antenne 0826 300 300. Et oui, le maire de Béziers, Robert Ménard, a fait adopter par le conseil municipal hier au soir un projet de référendum sur la présence des migrants dans la ville qu'il administre. Au terme d'un long débat, 36 des membres du conseil municipal se sont déclarés pour la mise en place de cette consultation populaire. 5 se sont prononcés contre, tandis que 7 n'ont pas pris part au vote. Il n'est cependant pas certain que ce référendum puisse avoir lieu, puisque le préfet de l'Hérault, Pierre Pouessel, avait dit au maire de Béziers « Je me dois dès à présent de vous indiquer que si cette délibération venait à être adoptée, je serais conduit à en demander la censure par le juge administratif par la voie d'un référé suspension. » Alors, sur ce sujet brûlant, que pensez-vous de l'organisation d'une consultation, non pas locale comme à Béziers, mais nationale sur ce sujet? Vous connaissez le principe, votez sur sudradio.fr et appelez le 0826 300 300. Face à moi, Charles Becbédé, cofondateur de l'Avant-Garde, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Samuel Thomas, délégué général de la Fédération des Maisons des Potes, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Et l'invité fil rouge, Olivier Clodong, chroniqueur au Nouvel Économiste et auteur du livre Auteur de bourde de politique, publié chez Mazarine, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio également. La tradition de cette émission veut que ce soit l'invité fil rouge qui commence et qui conclut. Alors dans votre livre Bourde de politique, on rit de la première à la dernière ligne. C'est qui pour vous le ou la plus drôle des hommes politiques français? Moi j'ai ma petite idée, mais je vous laisse répondre. Alors forcément c'est partial, mais moi ma préférée, mon petit coup de cœur, c'est Ségolène Royal. Pour une raison simple, c'est que moi j'ai j'allais dire un coup de cœur pour les Monsieur Jourdain ou les Madame Jourdain de la politique, vous voyez, ceux qui nous font rire sans le savoir. Et dans ce cadre-là, Ségolène, je dois dire qu'elle nous en fait des vertes et des pas mûres. Elle a déclaré récemment qu'il fallait pousser les autobus propres. Vous voyez, c'est pas mal. Et il y a quelques mois, un petit peu avant, elle avait dit que ce qui avait manqué à Airbus, c'était une capacité de réaction. Alors voilà, nous faire rire sans le vouloir. Moi j'ai un coup de cœur pour eux et je pense que Ségolène là-dedans a largement en tout cas est sur le podium. Alors moi il y en a une autre de Ségolène Royal quand elle a fait une faute d'anglais en mettant engagement, oui, qui voulait dire fiançailles à la place d'engagement. Vous pouvez le raconter? Elle a écrit elle a fait un tweet pour le président Obama, en direction du président Obama, et effectivement au lieu de le féliciter et d'avancer dans son sens, elle l'a quasiment demandé en fiançailles. C'est ça. la preuve qu'on avait un débat sur les États-Unis auparavant. Mieux vaut, quand on tweet en anglais, bien se débrouiller en anglais. Si vous permettez, il y avait moi celui qui me fait le plus rire aussi, c'est quelqu'un qu'on connaît pas parce que c'est le 3e président de la République française. Vous voyez, c'est le comte de MacMahon, oui, qui avait dit cette phrase qui pour moi résume tout en Monsieur Jourdain de la politique. Il avait dit: la fièvre typhoïde est une maladie terrible. Ou on en meurt, ou on reste idiot à vie, et je sais de quoi je parle, je l'ai eu. Il y en avait une pas mal aussi dans votre livre, je crois que c'est Najat Vallaud-Belkacem qui demandait à un médecin légiste si ses patients revenaient la voir. Voilà, exactement. En visite, effectivement, dans une... Si je peux ajouter sur le comte de MacMahon, mais le duc, qui était le premier président de la République, ouais, de la Troisième République, il en avait fait un certain nombre de bourdes. Ouais. Puisqu'il avait aussi dit, à un moment, il devait aller visiter dans le sud de la France, il y avait d'énormes inondations. Puis là, je crois qu'il a dit que d'eau. Et puis à un autre moment aussi, il se retrouve face à une personne noire et il dit vous êtes noir, eh bien continuez. Dès comme ça, il y en a toujours eu. La famille MacMahon est une grande grâce à notre belle République. Dans le genre mot d'humour, sous la Troisième, il y avait Clémenceau qui pour moi était quand même au summum de l'humour également. Là, c'était quand même très bon. Alors, sujet léger, mais maintenant, citation légère, mais sujet lourd. On va parler de ce sujet. Donc, faut-il une consultation nationale? Alors, est-ce que vous pensez, on va commencer avec vous Olivier Clodong, que sachant que le préfet a dit qu'il ferait un référé devant le tribunal administratif, que le référendum voté par le conseil municipal de Béziers hier au soir pourrait avoir lieu?
Alors moi je pense que non, pour une raison simple, c'est ce type de référendum n'a aucune raison d'être local. Un référendum sur l'immigration ou sur le flux migratoire, parce que je pense qu'il faut aller au-delà des migrants aussi. La problématique des migrants, d'abord, c'est stigmatiser une partie des personnes par rapport à une autre, et la problématique des migrants est j'allais dire, le haut de l'iceberg. Mais je pense que si référendum il doit y avoir, il ne peut être évidemment qu'à l'échelle nationale. Sur l'immigration en général, pas sur les migrants en eux-mêmes. Un référendum d'initiative locale, comme ça a été le cas hier, n'a d'abord aucune chance d'aboutir. Il n'est là que pour avis. Il y a eu un précédent, d'ailleurs, je le signale, parce que il y a eu un précédent dans une ville, je sais plus quel département, mais la ville s'appelait Alex. Ça, je m'en souviens. Et oui, c'est dans la Drôme. Dans la Drôme, voilà. Et il y avait eu le même type de question, et bien sûr, elle a été entre guillemets retoquée par le préfet. Donc, je pense qu'un référendum d'initiative locale sur ce sujet n'a pas de sens. Et pour vous, Charles Becbédé, est-ce que ce référendum va avoir lieu à Béziers? Déjà, peut-il avoir lieu, surtout si le préfet s'y oppose? Bah non, il va être interdit, comme à Alex, donc comme ça vient d'être dit. Pourquoi ? Parce que bien que les maires aient ce qu'on appelle la clause de compétence générale, ils peuvent s'autosaisir de tous les sujets, ça marche pas pour le régalien. Ça marche pas pour les sujets donc de sécurité nationale et type immigration. Donc, alors on peut le regretter. Et justement, moi je pense que ce qui pourrait faire l'objet d'un référendum national, ça serait: est-ce qu'il ne faudrait pas décentraliser un peu plus et conférer plus de pouvoir aux maires pour qu'ils puissent, au niveau de la sécurité locale et de l'accueil de flux migratoires, en concertation avec leurs administrés, et bien, et puis qui voteront tous les 5 ans en plus, édicter une politique, parce que tout soit décidé de Paris pour des sujets aussi importants qui ont un impact local aussi important me paraît tout à fait choquant. Donc là, moi, je serais pour un référendum de décentralisation qui insufflerait plus de subsidiarité en local. Samuel Thomas, est-ce que pour vous, ce référendum à Béziers va avoir lieu ? Non, il n'aura pas lieu. Moi, j'avais déjà fait invalider avec le préfet de l'Isère un référendum du maire de Charvieux-Chavagneux qui voulait faire un seuil de tolérance des immigrés dans sa commune en 97. Il a été invalidé, bien évidemment. Le fait que des maires soient racistes et veulent instaurer des pratiques racistes dans leur commune, c'est se mettre hors la loi. Donc le maire de Charvieux-Chavagneux, ensuite, il a été condamné à 5 ans d'inéligibilité pour avoir dit qu'il voulait limiter la dose des immigrés dans sa commune et avoir donné l'ordre aux agents immobiliers de ne pas vendre à des immigrés. Donc malheureusement, la Cour de cassation a invalidé cette condamnation parce que l'article qui réprime les élus est mal rédigé. C'est-à-dire qu'un élu peut être sanctionné par l'article 432-7 du Code pénal s'il porte atteinte à un droit accordé par la loi. Le droit de propriété, par exemple, est un droit accordé par la loi, mais même par la Constitution, je crois. Mais la préemption ne mettait pas véritablement en cause le droit de propriété, puisqu'il y avait des recours possibles. Mais quoi qu'il arrive, un maire comme Ménard se met hors la loi. Il doit être donc destitué de ses fonctions de maire, parce qu'aucun maire ne peut faire une petite république dans son territoire et installer les lois qu'il souhaite. À vous de nous dire ce que vous en pensez, ce que vous pensez vraiment, et passer en direct sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300, référendum anti-migrants à Béziers. Faut-il une consultation nationale sur le sujet? Vous votez également sur le sudradio.fr. Sud Radio, Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Le conseil municipal de Béziers a voté hier soir l'organisation d'un référendum sur l'accueil des migrants dans la ville de Robert Ménard. Alors, qu'en pensez-vous? Faut-il une consultation nationale sur le sujet? C'est la question qu'on vous pose dans ce grand référendum. Vous avez jusqu'à midi pour vous décider, pour vous exprimer en direct sur l'antenne, sans barrière, sans tabou, sans filtre. 0826 300 300. Et également, vous votez oui ou non, sudradio.fr. On va faire un petit point sondage avec Claire. Oui, vous êtes 82% à répondre oui à ce référendum. Qu'il faut un référendum national. Voilà. D'accord. Voilà l'avis des auditeurs, en tout cas, Philippe David. Et face à moi, Charles Becbédé, cofondateur de l'Avant-Garde, Samuel Thomas, délégué général de la Fédération des Maisons des Potes, et l'invité fil rouge, Olivier Clodon, chroniqueur dont Nouvel Économiste et auteur de Bourde de politique chez Mazarine, un livre où on se tord de rire du début à la fin, je tiens à le rappeler. Et au standard de Sud Radio 0826 300 300, Thierry est avec nous. Bonjour Thierry, bienvenue sur Sud Radio. Bonjour Thierry. À tous. Au sujet du référendum possible ou impossible au niveau du maire de Béziers. Alors moi je dirais simplement un truc rapide. Ce n'est pas ni aux mairies, ni aux régions
ni aux pays, ni aux fédérations de pays de décider de l'avenir du flux migratoire et des immigrés. C'est au plus haut niveau international de décider de ce qu'il faut faire, comment gérer les flux migratoires et comment gérer les choses dont le flux migratoire est la conséquence. Certainement pas, on ne va pas redescendre les décisions. Il faut aller au plus haut sommet international pour décider de ça. Et bien sûr que M. Ménard, il doit être destitué de sa fonction de maire. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup Thierry. Vous êtes toujours là que je vous pose une question ? Oui. Thierry, un référendum international, c'est pas l'ONU qui va organiser un référendum, comment vous faites ? Alors, c'est quelque chose de complètement utopique, peut-être idéaliste, je ne sais pas comment on qualifiera ça, peut-être que les solutions sont dans l'utopie maintenant, arrivé au stade où on en est de destruction sociale au niveau de la planète et de répartition des richesses. C'est pas un référendum, vous appellerez ça comme vous voudrez. Je pense que les décisions doivent être venues, je sais pas, d'un collège de scientifiques, de sociologues, de politiciens, de mathématiciens, de ce qu'on voudra. Les décisions doivent être prises et la voix doit être portée par un leader charismatique pour faire entendre les décisions au peuple et qu'on n'essaye pas de faire... je vois pas. L'Organisation des Nations Unies, est-ce que ce n'est pas embryonnaire? Est-ce que ce n'est pas l'embryon d'une gouvernance internationale? Et on ne peut pas reprocher, même si elle n'est pas efficace, on ne peut pas reprocher à un enfant de ne pas être encore un homme. Alors on est en 2016, il va peut-être falloir 20 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, je sais pas, il y a urgence. Mais en tout cas, les décisions les plus graves qui peuvent, décider du sort de la planète doivent être prises au plus haut niveau, au niveau de la planète. Il faut arrêter de dire la France et pourquoi pas les Basques, les Bretons, les Corses, machin. Non, tout ça c'est non. Je ne pense pas qu'un maire puisse décider d'une chose aussi gravissime. Il faut remonter ça même au-dessus des États. L'Organisation des Nations Unies, Tribunal pénal international, la Banque mondiale, machin. C'est une gouvernance qui est peut-être embryonnaire. Peut-être que tout le monde n'est pas signataire de la Charte des Nations Unies. Bientôt, comme il y en a plus que quelques-uns qui ne sont pas signataires, on doit leur imposer cette charte. Merci beaucoup Thierry, je vais faire réagir mes invités. Alors, Olivier Clodon, vous êtes l'invité fil rouge, donc vous commencez. Tiens, on parlait de l'organisation. Thierry, parlait de l'ONU, que le général de Gaulle qualifiait de machin, faut-il le rappeler, il y a quelques années. Est-ce que, pour vous, c'est faisable au niveau international, et 2, Thierry l'a dit, faut-il destituer Robert Ménard, qui est maire de Béziers? À la première question, bien sûr, ça me paraît infaisable. La réponse est non. Je vois pas comment. C'est utopique, c'est ce que c'est utopique. Je vois pas comment organiser ça. C'est le meilleur moyen de pas régler entre nous. C'est le meilleur moyen de pas régler le problème et de continuer à avoir des problèmes sur cet ordre d'idées. Je vois pas comment au niveau international organiser un référendum, même avec les moyens technologiques qui existent aujourd'hui. Ça me paraît totalement irréaliste. Le deuxième point sur la question de destituer ou pas Robert Ménard. Moi, je suis désolé, mais ça me choque personnellement d'entendre ça. Moi, je suis élu local. Un élu local, il est élu par sa population. Robert Ménard, il a été élu par les Biterroises et les Biterrois. Après, ce qu'il fait de son mandat, c'est une chose, mais son élection, elle est légitime, elle est démocratique, et on ne peut pas lui retirer. Je vois pas de quel droit et comment et par quel biais Robert Ménard pourrait être ou devrait être destitué. Il a un mandat, il le tient des Biterrois. Pour vous, Charles Becbédé, premier point, c'est utopique, on peut pas faire un référendum mondial, et deuxièmement, Ménard doit-il être destitué? C'est au-delà de l'utopie. Thierry, il a fumé la moquette. En gros, le peuple, faut surtout pas lui donner la parole. Non, mais on rêve. Donc, c'est tout le contraire. Actuellement, si on a des problèmes en Europe, c'est que on a des bureaucrates qui imposent des décisions et qui n'ont aucune légitimité. Il faut rendre la parole au peuple. C'est ce qu'essaye de faire Robert Ménard. Bon, il n'a pas le droit de le faire, mais à la limite, il pourra toujours organiser son référendum, hein, sauf qu'il aura aucune conséquence juridique, mais il aura des conséquences en termes médiatiques, et puis c'est intéressant de consulter la population, et puis bien sûr il ne doit pas être destitué, bien sûr Robert Ménard n'est pas raciste, parce que c'est ce que vous insinuez tout à l'heure, monsieur Thomas, en parlant de cet autre maire qui a été condamné, mais ça n'a rien à voir ici, c'est juste quelqu'un qui essaye de défendre sa population. Samuel Thomas, en un peu moins d'une minute, est-ce que pour vous, 1, c'est faisable un référendum international, et 2, Ménard doit-il être destitué? Ce qui m'intéresse dans la proposition de Thierry, c'est qu'il faut arrêter d'être égoïste et de regarder son village, sa ville, en disant je veux m'isoler du reste du monde, ce qui se passe dans le reste du monde ne m'intéresse pas. Le fait qu'il y ait des guerres, auxquelles d'ailleurs malheureusement la France participe, qui déstabilisent des peuples et qui sont amenés à migrer, à venir en France, et le fait qu'à Béziers, il y ait 40 personnes qui veulent trouver un toit pour se protéger de la guerre. 40 personnes contre qui Robert Ménard veut dresser un référendum. Là, on appelle ça un référendum démocratique. Non, c'est quelqu'un qui s'est
accaparer du pouvoir pour s'attaquer à 40 personnes. Et comment est-ce qu'on peut laisser des individus comme ça stigmatiser des populations, c'est-à-dire se mettre hors la loi? Il y a des lois dans notre pays, les lois ne sont pas à géométrie variable, elles interdisent de stigmatiser des populations, de dresser la population contre elles, ça s'appelle l'incitation à la haine contre les étrangers. Et bien évidemment, quand on est hors la loi, on doit être destitué par une sanction judiciaire qui est une privation des droits civiques. Sud Radio, Le grand référendum, 11h midi. Philippe David. Le grand référendum et cette question qu'on vous pose sur Sud Radio, référendum anti-migrants à Béziers, faut-il une consultation nationale sur le sujet? Vous nous le dites en nous appelant et en passant en direct sur l'antenne au 0826 300 300 si ça vous concerne. Tiens, si vous habitez Béziers, n'hésitez pas, allez-y, appelez-nous, ça franchement, on a besoin de vous entendre. Portaventura, en plus c'est 3 heures de voiture là, pour témoigner et pour aller à Portaventura, là c'est direct à l'autoroute A9, direct. Est-ce que quelqu'un pourrait lui enlever ses piles? Je n'en peux plus. Sudradio.fr si vous voulez voter pour ce référendum. Et oui, donc face à moi, Charles Becbédé, cofondateur de l'Avant-Garde, Samuel Thomas, délégué général de la Fédération des Maisons des Potes, et notre invité fil rouge, Olivier Clodon, chroniqueur au Nouvel Économiste et auteur de Bourde de politique, publié chez Mazarine. Allez, on va poser une question pas politiquement correcte. Olivier Clodon, pourquoi ne demanderait-on pas leur avis aux Français sur l'immigration par référendum? Est-ce que c'est un sujet tabou? Pas du tout. D'abord, ça les concerne directement. Et tout le problème, c'est de poser la bonne question. Moi, je pense que la bonne question actuelle, ça serait de faire un référendum sur les accords de Schengen, puisque c'est Schengen qui réglemente, on va dire, les flux migratoires. Oui, absolument. Donc, je pense que un référendum, non seulement c'est pas grossier, mais c'est même, à mon avis, tout à fait souhaitable. Encore une fois, à l'échelon national, pas à l'échelon local. Mais après, tout est dans la question. Et je pense que la bonne question aujourd'hui à se poser, et la bonne question à poser aux Français, et ça serait intéressant d'ailleurs d'avoir leur réponse, c'est faut-il poursuivre avec les accords de Schengen tels qu'ils sont actuellement? Et pour vous, Charles Becbédé, un référendum au niveau national, pourquoi pas? Ah oui, complètement. Sur la question des frontières, donc Schengen. Bien sûr, qui n'existe plus en pratique. Je rappelle que Schengen, c'est la libre circulation entre les pays d'une zone. Par exemple, le Royaume-Uni n'est pas dans Schengen, mais il va bientôt plus être dans l'Europe. Oui, il y a une quinzaine de pays qui sont membres de Schengen, mais beaucoup de pays ont fait valoir la clause de sauvegarde déjà et ont érigé des frontières pour se protéger, parce que là, ça ne fonctionne plus, puisque nos frontières aux frontières de l'Union européenne sont des passoires. Donc, par exemple, la Hongrie, à juste raison, construit des frontières pour se protéger, pour protéger sa population. Bon, ça, c'est un vrai sujet, bien sûr. Et puis, la politique migratoire en général. Mais, vous savez quoi? Ça n'aura pas lieu. Parce que les grands partis dominant la politique française n'organiseront jamais ce référendum. Alors, cela dit, il y a dans l'article 11 de la Constitution française la possibilité. Je suis heureux parce que je suis invité en plus par l'émission Le Grand Référendum, donc de le dire. On parle de référendum. Oui, ça tombe bien. Et bien, l'article 11 permet, mais à condition de mobiliser 4,5 millions de signatures, 10% du corps électoral français et 20% des parlementaires, mais ils suivront si 4,5 millions signent, eh bien de forcer les pouvoirs publics à organiser un tel référendum. Et moi, je pense que c'est la seule solution parce que cette question ne sera jamais posée par les grands partis dominants. Et pour vous, Samuel Thomas, un référendum national, on ne parle pas biterrois, on ne parle pas local. Est-ce que ça pourrait être fait? Est-ce que c'est un sujet tabou, l'immigration? Vous savez, si on pose la question autrement, est-ce que vous êtes pour que la France participe à la guerre en Irak, participe à la guerre en Syrie, participe à la guerre en Libye, participe à la guerre au Mali? Est-ce que vous pensez que la France doit être le gendarme du monde qui va s'immiscer dans les conflits, etc. et participer à des bombardements? Je vous coupe, vous auriez fait un référendum sur la guerre en Irak en 2003, je pense que 90% des Français auraient voté contre la guerre en Irak. Exactement. Donc après, une fois qu'on a laissé son pays entrer dans des guerres, etc. et on peut pas dire finalement, s'il y a eu des guerres, il y a des bombardements, les Syriens veulent fuir leur pays, je voudrais qu'ils n'aient pas le droit de rentrer en France. Parce que finalement, c'est ça qu'on a décidé là ces derniers temps. C'est qu'on veut que 2000 Syriens en France, on en laisse 800 000 aux Allemands, mais nous, on veut pas qu'ils rentrent en France. Et puis, il y a des fascistes dans des pays comme la Hongrie qui décident, donc moi, non seulement j'en veux pas, mais il y aura aucun respect des droits de l'homme pour ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils n'auront plus des centres d'accueil des demandeurs d'asile qui seront respectés dans ce pays. Il les a démantelés. Orban, nous allons avoir au niveau des Maisons des Potes la rencontre des organisations antiracistes de 16 pays d'Europe, du 26 au 30 octobre. On a justement des gens qui viennent de Hongrie nous dire « Intervenez, vous ne pouvez pas laisser notre président comme ça bafouer les droits de l'homme, empêcher qu'il y ait des centres pour accueillir les demandeurs d'asile.
Ça veut dire que les gens sont dans la jungle. C'est pas la jungle de Calais, là, c'est la jungle de Hongrie. Il y a plus de centre d'accueil des demandeurs d'asile dans son pays. Quand on est, comme en France, un pays qui a bénéficié du droit d'asile en Angleterre, c'est-à-dire que le général de Gaulle, d'accord, qui était condamné par Pétain, a été se réfugier en Angleterre. La France sait ce que c'est que bénéficier du droit d'asile. S'il n'y avait pas eu les Français qui sont partis en Angleterre pour revenir après libérer la France, comment est-ce qu'on serait aujourd'hui ? On parlerait allemand ? Donc il faut bien intégrer que le droit d'asile, c'est un droit vraiment essentiel à toute l'humanité. Alors, il y a un pays, c'est la Suisse, où il y a eu un référendum, c'était une votation. D'ailleurs, si l'émission c'était Sud Radio est une radio suisse, ce serait pas l'émission Le Grand Référendum, mais la Grande Votation. Il y a eu une votation, donc le 9 février 2014, et les Suisses ont dit non à l'immigration de masse à 50,3%. Alors la Suisse a décidé par le biais de ce référendum de rétablir des quotas et contingents pour les immigrés européens, y compris européens, parce que la Suisse est un pays où il y a beaucoup de travailleurs frontaliers, notamment français. La Suisse, c'est quand même pas une dictature, Olivier Clodon, donc faire un référendum... Mais de toute façon, à partir du moment où on appelle au peuple, on n'est pas en dictature, si c'est le peuple qui décide. On est forcément dans une démocratie. Voilà. Donc moi, je crois beaucoup personnellement à l'échelle de la nation. Je crois aux nations libres et indépendantes. Et je crois à la capacité des habitants et la capacité des habitants d'un pays à gérer leurs affaires. Voilà, donc... Et pour vous, Charles Becbédé, en Suisse, il y a eu un référendum. Courte majorité, 50,3%. Et d'ailleurs, le pays était complètement coupé. C'était les Suisses alémaniques et les Suisses italiens, notamment de la région du Tessin, qui avaient voté massivement oui, alors que les Suisses francophones avaient voté massivement non. Mais moi j'admire la Suisse, c'est une république exemplaire, et puis où il y a vraiment une démocratie participative qui est très vivante, et puis... Pour organiser une votation, il ne faut pas des millions de signatures. C'est quelques dizaines de milliers. Et puis à ce moment-là, on organise une votation. Nous, on a mis la barre extrêmement élevée. Il y en avait une sur l'avortement. Et il y avait 3 votations le même jour. Sur les congés payés, ils ont fait. C'était hallucinant d'ailleurs parce que la proposition, c'était de passer de 4 à 5 semaines et ils ont refusé. Bon, il y a eu sur les minarets la fameuse votation sur les minarets pour dire non, on veut pas de minarets chez nous parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre identité. Moi, je pense que la France gagnerait beaucoup à avoir cette respiration démocratique que permet le référendum. Et pour vous, Samuel Laurent, ce référendum en Suisse, il vous inspire quoi ? Écoutez, justement, là, vous prenez à chaque fois en référence que des référendums à caractère raciste ou anti-musulman ou anti-immigré. Alors qu'en réalité, il y a aussi eu des bons référendums en Suisse, puisqu'ils ont accordé le droit de vote des étrangers dans le canton de Vaud depuis 25 ans ou 30 ans. Je vous coupe, le canton de Vaud, c'est un canton francophone. Le canton de Vaud, c'est sur le lac Léman. Mais donc, c'est par des référendums qu'ils ont donné le droit de vote aux étrangers. D'autres référendums sur le droit de vote des étrangers ont échoué. Mais c'est vrai qu'on peut poser des questions pour aller de l'avant, pour conquérir des droits grâce à des référendums. Donc, si on faisait un référendum en France en disant est-ce que vous êtes d'accord pour que, en référence à la patrie des droits de l'homme que la France s'enorgueillit d'être, on accueille dans tous les villages de France des migrants qui fuient la Syrie et que dans tous les villages, comme le pape l'avait proposé, dans toutes les paroisses, on accueille des migrants. Des référendums de cette nature-là pourraient être positifs, oui. Donc, pourquoi faire des référendums que pour pouvoir stigmatiser les étrangers ? On peut au contraire faire des référendums qui incitent les gens à être beaucoup plus accueillants parce qu'on est quand même dans un pays où il n'y a que 0,36% de renouvellement de la population par les migrations qui arrivent par année. On n'est pas du tout dans une migration massive. Quand on est dans un pays où il y a 200 000 migrants par an, dans un pays de 66 millions d'habitants, ça ne va pas bouleverser l'équilibre démographique du pays, alors que d'autres pays, comme des pays d'Afrique par exemple, ont, du fait du droit d'asile, des populations migrantes qui arrivent chez eux dans des proportions qui sont de 10 à 15% de la population étrangère qui rentre dans leur pays. Donc nous sommes bien loin des zones de conflit, il y a très peu d'immigrants qui viennent en France, il faut traverser la Méditerranée, ils atterrissent en Italie, il y en a 2000 par jour qui arrivent en Italie. Bon, et ben nous on a été au niveau de la Maison des Potes dans le sud de l'Italie. Les gens ne votent pas à l'extrême droite. Les gens ne votent pas à l'extrême droite dans le sud de l'Italie parce qu'ils ont la mémoire que eux-mêmes ont été migrants pour arriver dans le nord et qu'il faut être accueillant. Il n'y a pas d'extrême droite dans le sud de l'Italie, ils ont 2000 migrants par jour. Donc il faut bien raisonner autrement que toujours en stigmatisant. Il faut peut-être proposer des référendums de solidarité. Alors, oui, Charles Becbédé. Il y a plusieurs choses. Bon, sur ce que vous venez de dire sur l'Italie, il faut savoir que les migrants ne restent pas en Italie, ils viennent en France. Et beaucoup veulent aller au Royaume-Uni. Donc, ceci explique peut-être cela. Mais ce que j'aimerais aussi faire, c'est rétablir quand même une vérité. Parce que vous dites, ces migrants sont des familles syriennes ou irakiennes qui fuient la guerre. C'est plus le cas. Ces familles, elles sont d'abord
essentiellement en Jordanie, au Liban et en Turquie. Et heureusement, parce qu'elles veulent pouvoir revenir de temps à autre dans leur village, revoir d'autres membres de leur famille. Certains, en effet, sont venus en Europe, mais ça, c'était l'année dernière et en petite quantité. Les migrants dont on parle aujourd'hui, c'est pas du tout des gens qui fuient la guerre dans cette zone. Ce sont des Soudanais, des Érythréens, des Afghans. Qui passent par la Libye. Et qui sont des migrants économiques. Qui arrivent à Lampedusa. On serait à leur place, peut-être qu'on ferait pareil. C'est essentiellement des hommes jeunes. C'est pas du tout des familles. Donc, à part quelques exceptions. Et donc, à Calais, c'est cette population et qu'on va répartir partout en France. Je suis pas sûr que ce soit une très très bonne idée. Il est clair que ça aura des conséquences dramatiques sur l'insécurité. Samuel Thomas. Juste un élément. Les Allemands, pourquoi est-ce qu'ils accueillent 800 000 migrants? Pourquoi est-ce que des clubs de foot organisent des collectes pour pouvoir soutenir l'accueil des migrants? Parce qu'ils savent qu'un migrant est quelqu'un qui a une énergie qui est essentielle à la dynamique de leur propre pays et que grâce à l'immigration, leur pays devient un pays qui va de l'avant. Quand on se recroqueville sur les vieux, dans les villages, etc., moi je viens de régions rurales, on meurt. Si on accueille du sang neuf, si on accueille des gens qui ont de l'énergie, parce que quitter un pays, il faut avoir de l'énergie, c'est quelqu'un qui est capable de produire beaucoup de choses dans un pays. Accueillir des migrants, c'est donner de l'avenir à son pays. Se recroqueviller sur soi-même, c'est mourir. Alors, sur ce référendum, je vais revenir dessus, la participation avait été de 56%, mais c'est très élevé en Suisse parce que c'est 12% de plus que la moyenne des votations. Vous voyez, je dis même plus les référendums. C'est donc un sujet qui intéresse la population, Olivier Clodon. Moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Moi, je suis convaincu que c'est un sujet qui mériterait un référendum parce qu'effectivement, ça intéresserait de beaucoup les Français. On serait peut-être surpris d'ailleurs par les chiffres de participation et on serait sans doute également, comme en Suisse, très au-delà des chiffres de participation électoraux habituels qu'on voit dans les différents scrutins. Ça, c'est sûr. Et pour vous, Charles Becbédé, 12% de plus que la participation moyenne. C'est donc un sujet qui intéresse la population. Mais ça intéresse tout le monde. De toute façon, c'est la principale question que se posent les Français aujourd'hui, presque devant le chômage. C'est où va-t-on? Est-ce qu'on peut on voit bien qu'on a des centaines de zones de non-droit. Il y a un sondage IFOP fiducial pour Sud Radio et Paris Match qui sort aujourd'hui. Dans Paris Match, on en a parlé dans la première heure d'émission ce matin, on en a parlé dans la matinale, on va en reparler chez Valérie Expert ce soir notamment, qui montre que l'identité est un point prégnant dans l'esprit des Français aujourd'hui. Je vous laisse terminer. Non, mais absolument, mais c'est pour ça d'ailleurs que je m'engage, moi, parce que je suis entrepreneur, donc on pourrait dire qu'est-ce que je viens faire dans cette galère des problèmes identitaires et culturels, mais je pense qu'on ne retrouvera jamais de croissance dans notre pays, même si on faisait les réformes économiques les plus intelligentes, tant qu'on ne s'adressera pas concrètement, qu'on ne traitera pas le sujet identitaire, sécuritaire et culturel. Et pour retrouver la confiance, car sans confiance, on n'a pas de croissance. Et pour vous, Samuel Thomas, est-ce que ces Suisses qui ont voté à 12% de plus pour cette votation que pour une votation moyenne sur les 5e semaines de congés payés ou autre chose, est-ce que pour vous, vous les comprenez ou est-ce que vous dites ils sont racistes? Moi, ce que je comprends surtout, c'est que ça dépend de la manière avec laquelle on pousse les populations et on pose les questions. La Maison des Potes a organisé un sondage il y a un an, le 17-18 décembre, par l'Institut Harris Interactive, et on a posé la question aux Français. Est-ce que vous êtes pour qu'on régularise les étrangers sans papier qui sont travailleurs sur la base du fait d'avoir un travail afin de lutter contre leur exploitation? Si on rajoute la phrase afin de lutter contre l'exploitation des travailleurs sans papier, de savoir qu'il y a des gens qui travaillent pour moitié moins qu'un Français comme femme de ménage ou comme ouvrier dans un chantier, les Français ont répondu à 56% oui, je veux qu'on régularise les travailleurs sans papier pour mettre fin à leur exploitation. Donc vous voyez bien que la dernière partie de la question, pour mettre fin à leur exploitation, les gens disent oui, les gens sont adhérents au principe d'égalité. Si on pose la question aussi aux Français, est-ce que vous êtes pour qu'un étranger ait le même salaire et la même retraite qu'un Français, sans aucune discrimination? Les gens répondent oui à 80%. Les gens veulent l'égalité. Non, ce qui n'est pas le cas, puisque, comme vous le savez, il y a quand même beaucoup d'étrangers qui ne sont pas autorisés à toucher les retraites des Français. Par exemple, les retraités de la SNCF. Toute leur vie. Les Marocains qui ont travaillé à la SNCF, qui ont attaqué la SNCF, l'ont fait condamner au prud'homme à 300 millions d'euros de réparation, parce qu'ils n'avaient pas droit à la même retraite que les cheminots français de la SNCF. Au bout de 35 ans de travail dans la SNCF, eux devaient continuer de travailler encore 5 ans, et n'avaient que la moitié de la retraite de leurs collègues français, parce qu'ils ne cotisaient pas la même caisse. Bon, donc bien sûr qu'il y a encore des discriminations dans ce pays, et on a fait ce sondage justement pour prendre appui là-dessus en disant les Français réclament l'égalité. Quand on a fait le même travail, on doit avoir la même retraite et le même salaire. Donc poser la question d'une manière positive amène à ce que les Français donnent une bonne réponse. C'est pas incompatible. On peut être pour l'égalité pour les personnes qui travaillent dans la dignité et en même temps être contre
une immigration qui est massive et qui est hors contrôle. Et on voit bien qu'on ne maîtrise plus rien. Il y a plus d'assimilation. On a des zones urbaines sensibles où la situation se dégrade tous les jours. Et la semaine dernière, on a eu un certain nombre d'incidents qui sont gravissimes. Et d'ailleurs, je me demande s'il y a parlé hier. À croire que tout ça est coordonné. Et donc, les Français, ont du bon sens et disent stop à cette immigration. Faisons une pause, intégrons, assimilons, et puis on verra dans quelques années si on peut rouvrir les frontières. Mais là, c'est plus le cas. C'est plus possible. Sud Radio. Le grand référendum. 11h, midi. Philippe David. Le grand référendum avec cette question, référendum anti-migrants à Béziers. Faut-il une consultation nationale sur le sujet? Vous vous exprimez sur ce sujet justement au 0826 300 300. Vous passez en direct sur l'antenne de Sud Radio et vous votez oui ou non sur sudradio.fr. On fait un point sondage avec vous, Claire. Oui, vous êtes 77% à dire oui. Et donc mes invités, Charles Becbédé, cofondateur de l'Avant-Garde, Samuel Thomas, délégué général de la Fédération des Maisons des Potes, et Olivier Clodon, chroniqueur au Nouvel Économiste et auteur de Bourde de politique, publié chez Mazarine. Alors, le 7 octobre dernier, Nicolas Sarkozy a promis un référendum sur le regroupement familial, au cas où il serait élu, bien entendu. Est-ce qu'il participe, je vais citer Robert Badinter, à la lepénisation des esprits, Olivier Clodon? Moi, je fais Ou est-ce juste purement électoraliste de la part de Sarkozy? C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on voit bien ce qui se passe, et pardon de faire un peu de politique politicienne, mais on voit bien ce qui se passe actuellement. C'est quelqu'un qui est à bout de souffle, qui essaye de revenir, dont le retour, visiblement, ne fonctionne pas. Il a beaucoup de mal à s'imposer, y compris dans sa propre famille politique. Et donc après, c'est la course à l'échalote, c'est-à-dire essayer de trouver des mesures. Non, là, c'est la course à l'Élysée. La course à l'Élysée, mais la course à l'échalote pour arriver à la course à l'Élysée. Mais on voit bien que ce sont des gadgets, voilà, des gadgets électoraux. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus à en dire sur ce point-là. Et pour vous, Charles Becbédé, c'est purement électoraliste? Je sais pas. Non, c'est un des problèmes, mais en fait, c'est un problème assez mineur par rapport au flux migratoire, puisqu'on sait que le regroupement familial strictement stricto sensu, c'est 12 000 par an sur les 200 000 légaux. Auxquels s'ajoutent 200 000 illégaux, mais bon, et que en fait il faudrait parler d'immigration familiale, parce que le gros des troupes de cette immigration familiale, c'est plutôt le mariage, c'est les mariages gris, les faux mariages, et c'est comme ça que beaucoup d'immigrants illégaux deviennent légaux et ensuite obtiennent la nationalité de façon quasi automatique. Donc s'il fallait poser la question, il faudrait regrouper ces deux types d'immigration familiale. Et pour vous, Samuel Thomas, est-ce que Sarkozy, c'est purement électoraliste, et pour citer Badinter, est-ce qu'il donne dans la lepénisation des esprits? Oui, c'est clair. Donc Sarkozy a une seule obsession, c'est de récupérer les électeurs du Front National. Donc il reprend les idées du Front National pour les récupérer. Maintenant, à chaque fois que les gens ont pris des mesures comme ça, populistes, anti-immigrés, ça a fait un travail administratif considérable pour emmerder les gens d'une manière générale. Quand on parle des mariages gris, en l'occurrence, il faut savoir que au nom de la lutte contre les mariages qui seraient pas vraiment des mariages d'amour, etc., on a rendu extrêmement difficile les procédures administratives pour les gens qui se sont mariés. On a un système de vérification pour savoir qu'ils habitent bien ensemble, etc. Beaucoup de tracas qui sont faits pour rien au résultat, parce qu'on a emmerdé plein de braves gens, et qu'à chaque fois, donc toutes les mesures, que ce soit les mesures contre le regroupement familial, c'est une atteinte à un droit fondamental, à un droit internationalement reconnu de vivre en famille, de vouloir empêcher les gens de vivre avec leurs parents, de faire des familles cassées, séparées, parce qu'on a une obsession, c'est de dire oui, mais vous êtes des immigrés, donc c'est pas bien si vous vivez en famille. C'est ça qui est préoccupant. C'est préoccupant, c'est de vouloir faire des tracas aux gens, parce qu'on a une obsession, c'est de dire vous n'êtes pas les bienvenus chez nous. Eh bien, si vous êtes les bienvenus en France, les immigrés, vous êtes les bienvenus. Il y a un président de la République qui, quand il souhaitait ses vœux à la nation, le 1er janvier, c'était François Mitterrand qui disait « Je souhaite aussi de bons vœux aux immigrés ». Voilà. On n'a pas à accepter que dans notre pays, il y ait des hommes politiques qui soient toujours là contre les immigrés. Ils sont bienvenus en France. Alors, pour conclure le débat de manière plus légère, on va parler du livre de notre invité fil rouge, Olivier Clodon, chroniqueur au Nouvel Économiste et auteur de Bourde de politique publié chez Mazarine. Vous pouvez réagir, messieurs, le sujet est beaucoup plus léger. Raymond Barre, pas mal quand il disait « La meilleure façon de résoudre le chômage, c'est de travailler ». Ah oui, ça...
Oui, c'est Raymond Barre, ce Raymond Barre, mais c'est pas lui qui l'avait dit, mais c'était sur lui, c'était André Santini qui avait dit Raymond Barre, je le connais bien, c'est mon voisin à l'Assemblée et il dort à côté de moi. Oui, pas mal, ça c'est de l'humour santinesque. Ah oui, Santini c'est un gros pourvoyeur, gros pourvoyeur. Lâchez-lui Santini parce que là c'est drôle. Santini, alors moi celle qui m'amuse le plus chez Santini, c'est une déclaration qu'il avait faite quelques jours après les obsèques de François Mitterrand et il avait dit je me demande quand même si on en a pas un peu trop fait pour les obsèques de Mitterrand. Je me souviens pas qu'on en ait fait autant pour Giscard. C'est quand même cruel. Alors, il y en a un qui règle ses comptes, on va passer sur l'autre côté de l'échiquier politique. Malek Bouti, à propos de François Hollande, c'est un fonctionnaire qui a réussi le concours de président. Oui, alors c'est vrai que dans ce livre il y a pas que des règlements de compte entre guillemets parce que ce que j'ai voulu mettre dans les bourdes c'est aussi les erreurs involontaires. Là très clairement il y a quelques phrases volontaires. Santini c'est du volontaire, Bouti c'est du volontaire, voilà. Santini c'est toujours volontaire. C'est toujours volontaire, voilà, c'est clair. Mais on peut regretter. Moi je me suis intéressé plus aux phrases involontaires pour une raison simple, c'est que je regrette aujourd'hui un petit peu. Je trouve que ça a disparu dans la vie politique le sens de la répartie. Vous voyez il y avait des gens comme chez De Gaulle, chez Churchill, il y avait un sens de la répartie extraordinaire. Je trouve que ça a un petit peu diminué aujourd'hui. Mitterrand avait un vrai sens de la répartie, mais je trouve qu'on trouve moins dans le personnel politique actuel de gens capables d'avoir cet humour. Si je peux me permettre d'aller un petit peu long, je m'excuse par avance, mais une extraordinaire qui concerne le général de Gaulle. Le général de Gaulle visite un jour en visite privée le musée du Louvre. Avec sa femme et avec André Malraux qui fait la visite privée. Et De Gaulle s'ennuie à 100 sous de l'heure, fait un certain nombre de salles au pas de course, et puis à un moment donné, Yvonne De Gaulle tombe net en arrêt devant un tableau de Manet, et elle l'appelle son mari et lui dit Charles, vous vous rendez compte, vous regardez ce tableau, c'est vraiment merveilleux, vous imaginez si on pouvait avoir le même chez nous à la commanderie. Et De Gaulle lui dit, texto, mais enfin Yvonne, quand est-ce que vous voulez que je trouve le temps de peindre? Voilà, je trouve ça absolument extraordinaire. Voyez, ce sens de répartie-là, qui était totalement spontané. Voilà, c'est merveilleux et dommage, ça se trouve plus aujourd'hui. Je pense à une autre répartie de Gaulle. Je sais plus si elle est dans votre livre. De Gaulle qui était en visite en province, quelqu'un lui écrit mort au con et il répond vaste programme. Ça n'était pas mal non plus. Mais on ignore ce trait chez le général de Gaulle. Quelqu'un qui a énormément d'humour, énormément de répartie. Alors par contre, moi il y a quelqu'un quand même une personne qui fait beaucoup de lapsus. Tiens, Rachida Dati. Oui, elle en fait beaucoup. Déjà, elle fait des lapsus économiques. Oui, elle confond l'inflation et la fellation, donc c'est un problème. Elle n'a pas fait que celui-là. Oui, elle en a fait un autre qui était pas mal. Elle a parlé, qui est un peu moins connu, mais elle a parlé de code électoral au lieu du code électoral. Oui, voilà. Ça, c'est... Bon, alors il faudrait peut-être faire une psychanalyse, je sais pas. Alors, il y a une question qui est quand même amusante, c'est parfois les erreurs de langage. Brice Hortefeux qui a confondu empreinte génétique et empreinte génitale. Oui, absolument. Voilà. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup d'erreurs comme ça de mots, mais il faut dire que les hommes politiques, enfin vous le savez, sont pris dans un tel tourbillon de déclarations, de conférences de presse, de meetings, etc., que bien souvent ils ont la langue qui fourche. Voilà, et ça c'est un très bon exemple. Eh bien écoutez, merci beaucoup Olivier Clodon, merci beaucoup aussi Charles Becbédé et Samuel Thomas. On souhaite le plus grand succès possible à Bourde de politique, un livre où on rit de la première à la dernière page, vraiment d'un florilège de citations de politique extraordinaire. Et le grand référendum, c'est terminé pour aujourd'hui. La question était, ce référendum anti-migrant à Béziers, faut-il une consultation nationale sur le sujet? Alors, nous allons avoir le résultat sur sudradio.fr. Claire, est-ce que vous voulez bien nous... Non, elle ne veut pas nous le dire parce qu'elle a un problème d'internet, mais moi je le sais parce que moi ça marche. 77% oui.